Salut, moi c'est Steph. Moi, c'est Sarah. Et toi, t'es sur Radio Jab, le podcast qui t'embarque dans une philosophie de l'action. Tu le sais peut-être pas, mais le jab, c'est le coup principal en boxe. C'est à la fois le coup le plus stratégique et en même temps, il faut en faire beaucoup pour mettre un KO. Et ça, c'est exactement ce qu'on te propose de faire ici. Apprendre des trucs ensemble et te faire passer à l'action. Jab, c'est aussi le nom de notre boîte. On coach, on entraîne et on conseille des dirigeants et des équipes sur la vente. Alors que tu sois dans le business ou pas du tout, reste avec nous. On t'avait promis du nouveau sur Radio Jab et on t'a pas menti. Je te présente notre format Open Mic, des calls à des auditeurs qui viennent d'horizons différents pour intervenir sur le thème du mois. Alors sur la peur, on a appelé des entrepreneurs, des sales, des personnes calées en théologie, bref, on t'apporte un éclairage sur tous les angles, sur le rôle que joue la peur dans notre vie. Bonne écoute! Allô? Allô? Ouais, c'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Salut Pascal, ça va? Bonjour Pascal. Bonjour, c'est bon. Super. J'entends très bien de mon côté, c'est bon. Super. Parfait. Je te mets quand même un petit jingle rapide parce qu'on est quand même sur Radio Jab. Pascal, moi tu me connais, je suis avec Sarah. Je te présente Sarah, ma co-host du podcast. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Et si on voulait t'appeler aujourd'hui, c'est parce que le sujet du mois de septembre, on en a discuté, c'est la peur. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton point de vue sur la peur, notamment la relation que tu fais entre le fait d'avoir peur et le fait d'être préparé, d'anticiper. Et donc la question qu'on aime bien poser, c'est un peu comment tu appréhendes la peur dans ta vie, quel rôle ça peut jouer dans ta vie perso-professionnelle. Ok, je trouve que c'est un excellent sujet. C'est pas forcément très gai, mais c'est quelque chose qui nous concerne au quotidien, donc c'est important de savoir y répondre. En y réfléchissant pour préparer ce call, je me disais la bonne définition pour moi de la peur, c'est il y a la peur de pas pouvoir et il y a la peur de pas vouloir. Alors la peur de pas pouvoir, c'est quand tes attentes sont peut-être supérieures à tes capacités. Donc, par exemple, j'ai peur de pas finir un marathon. Bon, tu sais, je suis coureur de course de longue distance. Yes. C'est des exemples pour moi là. Donc, j'ai peur de pas pouvoir finir parce que je me suis pas suffisamment entraîné ou je me suis pas bien entraîné ou peut-être parce qu'aujourd'hui je suis fatigué. Donc là, c'est une peur de pas pouvoir. Et donc, ton attente est supérieure à ta réalité. Ouais. Et c'est quelque chose que je pense qui est facile à gérer si tu en es justement conscient. C'est-à-dire que tu vois bien que si tu t'es entraîné correctement, il n'y a pas de raison d'avoir peur, ou si tu t'es pas entraîné correctement, tu sais que peut-être que tu ne termineras pas, mais c'est pas grave, la prochaine fois tu t'entraîneras correctement et tu termineras. Donc c'est une peur que tu es capable de gérer parce que tu es capable de comprendre quels sont les mécanismes qui la créent, et quels sont les mécanismes avec lesquels tu peux la corriger. Ouais, tu peux à l'inverse, rationaliser. la peur, voilà. Ouais. Donc de fait, je sais pas si tu as plus peur, mais en tout cas tu as moins peur. Et donc, c'est pas une peur, ce que je vais dire, dangereuse. À la différence, ça, c'est une peur que je trouve qui est vraiment inquiétante. Et la peur de pas vouloir ou de plus vouloir, c'est quand tes attentes sont inférieures à ta réalité. C'est de dire, je suis tellement mauvais que j'y arriverai jamais. C'est, je suis obèse et j'aimerais bien faire un régime, mais finalement, j'en suis pas capable et j'y arriverai jamais. Et donc, tu finis par rentrer dans un cycle où ta peur, c'est le fait que tu n'as pas confiance en toi en général, où tu doutes de toi, où ton environnement t'a amené à douter de toi. Et ça, je pense que c'est une peur qui est beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle peut t'amener, je dirais à la limite, j'imagine que les gens qui se suicident, je n'ai jamais tenté de me suicider, j'espère que ça ne se produira pas, mais j'imagine que c'est un peu une des conséquences quand tu finis par avoir tellement peur de plus vouloir, tu te dis finalement j'ai plus ma place ici. Ouais, c'est un peu la peur. Ouais, mais ça t'amène un peu à quoi bon la peur qui t'emmène dans un nihilisme en fait à quoi bon quoi. Voilà. Et ça, je pense que ça c'est une vraie peur sur laquelle il faut faire entre guillemets attention. Alors peut-être qu'on s'en rend moins compte sur soi-même, mais on peut s'en rendre compte sur les autres. Et
et en particulier, bon, peut-être parce que je donne des cours, parce que je fais, comme Stéphanie fait du coaching, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette seconde étape, c'est-à-dire qui doutent tellement d'eux parce que ils n'ont pas été encouragés, parce que le milieu dans lequel ils sont familial ou à l'école est tel qu'ils se font bâcher en permanence et qu'ils finissent par douter et ils finissent par ne plus vouloir plutôt que de ne plus pouvoir. Et ça, je pense que c'est une des peurs les plus pernicieuses sur lesquelles il faut faire vraiment gaffe. Parce que celle-ci, dans le business, tu auras beaucoup de mal à la gérer. Donc, on vite fait de répondre à ta question. La première peur, c'est celle où tu es capable de conscientiser, je ne sais pas si le mot est français, mais en anglais, enfin en franglais, ça l'est, mais celle sur laquelle tu es capable de prendre conscience de pourquoi tu pourrais ne pas y arriver ou ce qu'il faut que tu fasses pour que tu arrives, c'est plus une peur c'est pas une peur dont tu n'arriveras pas à surmonter. Peut-être avec un effort, peut-être en remettant l'objectif à un niveau plus rationnel, qui arrivera. Alors que la deuxième peur, le deuxième type de peur, pardon, je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il faut, c'est beaucoup plus compliqué de travailler parce que déjà faut en être conscient. Et puis je pense aussi que le problème c'est qu'elle est assez autoréalisatrice cette peur, c'est-à-dire que évidemment, c'est très bloquant. Si je dis je suis obèse, j'arriverai jamais à maigrir, je continue à bouffer. Bon, j'ai été obèse, hein, donc je le dis pas ça contre les obèses, c'est un sujet que je connais très bien. Voilà, donc c'est absolument raison. C'est un sujet, c'est un truc qui va te auto-créer une réponse telle que tu l'avais prévue. Donc tu rentres dans un cercle vicieux qui est dramatique. Et de ton expérience, comment tu romps justement ce cercle vicieux ? Faut être capable dans les quelques expériences que je peux penser pour moi ou pour des gens que j'ai vus, il faut être capable de complètement rompre avec son environnement. Ah oui. Ouais. Et ça, ça demande énormément de courage, mais ça demande également la possibilité de pouvoir le faire. C'est-à-dire de dire, je me casse et finalement demain, je connais plus personne. Donc tu changes de pays, tu changes de métier, tu romps avec tout un environnement qui t'a accompagné. Alors ça peut être familial, amical, c'est extrêmement lourd. Mais je pense que on parle de sujets qui sont de nouveau, life-threatening, c'est-à-dire qui te menacent dans le plus profond de toi-même. Donc, c'est des mesures assez complexes. Donc, pardon, mais parce que j'en vois malheureusement beaucoup autour de moi, mais les gens qui tombent dans l'alcoolisme, dans la drogue, je veux dire, c'est ça. C'est comment, pour arrêter, ça peut être très, très brutal. Sevrage, quoi. C'est ce que tu vas faire en transition. Alors que la première type, comme je dis, tu peux y travailler. Je peux croire au fait de travailler sur toi-même, de travailler avec quelqu'un dessus. Dans le deuxième cas, c'est vraiment une grande barre, c'est une rupture. Et justement, je trouve que c'est intéressant parce que là, on parle de choses vraiment très dangereuses qui menacent ta santé, etc. Mais il y a parfois ce deuxième cas de figure dans des choses un peu moins graves physiquement, mais qui sont tout aussi graves juste mentalement. Et en fait, ça m'intéresse de réfléchir sur comment tu arrives à la fois rompre avec ton environnement sans pour autant plaquer ton environnement pour de vrai. Tu vois, comment ça pourrait être de faire une rupture pour sortir d'un cercle vicieux sans pour autant tout changer dans ta vie. Imaginons, t'es dans un travail... Ouais, dis-moi, pardon. Non, vas-y, donne-moi. Imaginons, t'es dans un travail. Tu sens que l'environnement fonctionne pas et du coup t'es de moins en moins motivé parce que ça arrive à beaucoup de gens en fait aujourd'hui, ce genre de truc. Tu vois, les gens qui zappent entre plusieurs expériences professionnelles, qui restent très peu longtemps, etc. Et en fait, comment tu peux renouveler ton environnement tout en restant dans le même? Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, je vais te donner un exemple. Alors, c'était à une autre époque, je n'ai pas votre âge, je peux être quasiment votre grand-père. Non, si. Surtout, j'ai commencé dans le conseil. Dans le conseil, tu as des missions. Et à l'époque, on faisait 2 missions en parallèle. Et je me retrouvais sur une mission avec des gens avec lesquels je m'entendais pas. Il n'y avait pas d'empathie. Et effectivement, alors, c'était pas life-threatening, là. Mais juste... Effectivement, aller voir le partenaire. Et je lui ai dit, je n'aime pas les types.
comme j'aime pas l'équipe, j'aime pas le boulot que je fais. Comme j'aime pas le boulot, je m'intéresse pas aux clients. Et donc, évidemment, ça va être une cata, le résultat. Donc, on fait quoi? Et il m'a dit, on change d'équipe. C'est quoi une équipe avec laquelle tu t'entends? Donc, on a déterminé c'était quoi les trucs. Et il m'a dit, on va essayer de te trouver quelque chose. Et ils m'ont trouvé quelque chose qui est effectivement, qui à moi m'a convenu, et qu'il y avait d'autres éléments qui n'auraient pas convenu à quelqu'un, parce qu'il a fallu que je m'expatrie au Canada du jour au lendemain. Littéralement, sur 10 jours, je suis parti au Canada. Mais voilà, c'était fabuleux, c'était une des plus belles missions de ma vie, mais j'étais capable de prendre la décision. Enfin, j'étais célibataire à l'époque et que je pouvais me barrer, et 8 jours après, j'étais installé à Toronto. Bon, donc le fait d'en avoir parlé, c'était très simple. Mais j'étais aussi dans un environnement dans lequel on s'encourageait à parler, et je pense que le fait que les autres de l'équipe avaient dû se rendre compte que je m'entendais pas avec eux. Oui, c'est jamais que dans un sens ce truc-là. Ouais. Évidemment, donc c'était réciproque. Ils étaient ravis que je me barre, j'imagine. Donc, faut pas en avoir peur, justement, puisqu'on le thème c'est la peur. Quand tu es capable de le dire, je dirais pas sans émotion. Évidemment, il y a de l'émotion, mais sans insulter l'autre, sans t'insulter toi-même. Tu fais juste un constat. Tu essayes de faire un constat factuel. Et à ce moment-là, tu dis, il faut essayer de trouver un moyen qui fonctionne mieux. À partir de là, je pense que tu peux rester dans ton même écosystème et tu arriveras à faire passer le message, à trouver la solution. C'est ça que je trouve intéressant dans cette deuxième peur, qui est la peur de plus vouloir. C'est comment tu te remets de l'enthousiasme, t'arrives à casser les choses, reprendre un nouveau départ. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a ce côté un peu, comme cette peur, elle est pernicieuse, tu la vois pas forcément toujours s'installer. Il faut te mettre un peu en ce point de rupture pour te redonner une dynamique et arriver un peu à la surmonter, quoi. Parce que c'est une peur qui devient hyper, tu peux être en léthargie de la vie, quoi. Ouais, attends, je vais te donner un exemple, et malheureusement c'est pas une histoire gay, et puis on n'a pas la réponse finale. Il y a quelqu'un dans ma famille, peu importe qui fait, qui est obèse, c'est un thème qui me concerne, qui essaye de maigrir depuis qu'elle est née, quasiment, et puis qui arrive pas. Alors au début c'était peur de pas pouvoir, maintenant c'est peur de plus vouloir. Exact. Alors à un moment, elle a fini par faire un régime, elle a perdu 25-30 kilos, et puis le premier mec sur lequel elle est tombée, il l'a tellement maltraitée, il l'a tellement cassée en lui expliquant qu'elle était moche et qu'elle était toujours trop grosse, qu'elle a repris 40 kilos. Et là, maintenant, elle est dans le truc dans lequel elle dit ça sert à rien que je maigris. Parce que de toute façon, même quand je maigris, je suis toujours moche. Ouais. Et comment... je pense qu'il y a... Et là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse pour elle. Je veux dire, ça nous préoccupe pour des raisons évidentes. Mais voilà, ça, c'est une peur de pas vouloir. Mais je trouve que c'est difficile à la fois de cultiver sa confiance intérieure, tu vois, d'être solide à l'intérieur, et en même temps d'avoir ce genre de peur de plus vouloir, parce que ça vient aussi de l'intérieur, tu vois. Ah non, mais c'est pour ça que je dis c'est une peur. J'ai pas dit qu'elle est irrationnelle. Là, l'exemple que je donne, il est très très rationnel. Mais c'est une peur que clairement c'est toi-même qui l'as, mais c'est également des éléments de ton environnement qui t'ont amené soit à l'avoir, soit à l'amener à prendre une proportion qui, dans un cas extrême, peut devenir effectivement vraiment dangereuse. Et c'est le point sur lequel surtout que je voulais dans ma réponse, c'est de dire c'est un point sur lequel ton environnement doit faire attention, c'est-à-dire d'être très très conscient, de pas juger et de pas dire c'est ridicule que t'aies peur, ou c'est pas ça la bonne réponse. Quand quelqu'un a peur, il a peur. À partir de là, il faut travailler sur sa peur. Il faut pas l'insulter en lui disant en plus t'es un con, t'es une conne parce que t'as peur. Ça n'aide à rien, au contraire. Ça rabaisse la personne encore plus. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé dans le mois sur la peur, c'est justement ce rapport à l'environnement, le rôle des autres autour de soi. Comment tu fais quand tu vois quelqu'un en face qui a peur? Et je pense que tu as absolument raison, c'est facile de tomber dans le truc de dire mais n'aie pas peur. Ou tu vois, c'est comme stresse pas. Toutes ces injonctions. Ça t'énerve, ça t'irrite. Moi, tu me dis t'énerve pas quand je suis déjà énervé, ça m'énerve encore plus. Forcément, mais tous. Et donc, je pense que ça, c'est merci pour ce point, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et en fait, c'est extrêmement important de le soulever, de dire, de mettre la lumière là-dessus, quoi. Ouais,
Attends, je vais continuer. Alors, c'est une anecdote, mais elle est totalement autour de ça. Là, c'est sur la peur de ne pas pouvoir. Ouais. Et donc, j'ai fait une course extrême il y a 15 jours. Et dans le cas de cette course extrême, il faut passer à 3 reprises par des tunnels dans lesquels tu n'as aucune visibilité. Tu vois rien. Ça dure 50-100 mètres. Et il va falloir le traverser, et c'est peut-être à 4 pattes, c'est peut-être debout, peut-être que tu vas te casser la gueule. Ah oui, c'est extrême. Et, bon. Non, ok. Bon. Alors moi, j'ai déjà fait cette course il y a 2 ans, et donc je connaissais le truc, et donc je m'étais équipé avec ce que je savais qu'il fallait avoir comme équipement, parce qu'il y a 2 ans, ça s'était pas bien passé, parce que je connaissais pas le truc. Là, je suis arrivé, et effectivement, il y avait des gens il y avait 2 personnes qui étaient avant le premier tunnel, et qui n'osaient pas rentrer. Ouais. Or, si tu n'oses pas rentrer, il ne faut pas terminer la course. Ouais. Je leur ai dit, il y a une façon simple, c'est moi, je sais à peu près ce qu'il va falloir faire. Vous me tenez non pas par la main, parce que c'est pas pratique là-dessus, mais vous me tenez par le coude pour que la main, et la troisième personne tient le coude de la deuxième, et puis on se suit, entre guillemets, à la queue leu-leu, on essaye de ne pas se cogner dessus, et puis on a fait les 3 tunnels ensemble, et ils chialaient à la sortie des tunnels. Ils étaient en larmes, mais à la fois parce qu'ils avaient vraiment eu peur, mais 2 parce qu'ils l'avaient fait. Et ils étaient à la fois heureux à ça. Et c'était rien, parce que je veux dire, quand tu sais ce que sont ces tunnels, parce que tu l'as déjà fait, c'était rien du tout. Mais la façon de les aider, c'était de le faire avec eux. Ouais. Donc si moi j'étais rentré en leur disant, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça servait à rien. La seule chose que je pouvais faire, c'était dire, vous me prenez par la main, puis on y va ensemble. Ouais. Très De toute façon, ça n'allait pas me ralentir beaucoup, parce que vu la façon dont il faut passer le tunnel, on va pas très très vite. Hein. Donc je le fais avec 2, c'était pas très héroïque là-dessus, mais c'est la seule façon. Donc je pense que quand tu as ce type de peur, c'est de montrer, c'est de faire avec la personne. Ouais. Hyper important. Bon, ça c'est aussi un sujet dont on avait parlé et qui sera peut-être un thème Radio Jab, mais c'est aussi tout le sujet entre l'individuel et le collectif qui est passionnant. Attends. La peur, ça n'est jamais qu'un sujet perso. C'est clair. Il y a une interaction pour des raisons soit historiques, soit systémiques avec l'environnement. Ouais, c'est sûr. Et on le voit bien en ce moment d'ailleurs. La peur, c'est un des trucs qui se propage le plus rapidement aussi entre les êtres humains. Pascal, merci beaucoup. On va pas te prendre beaucoup plus de ton temps. Non, voilà. En tout cas, non, mais je trouve que c'est une excellente question. Et comme dit, sur des sujets qui peuvent, alors que je l'ai traité d'une façon entre guillemets grave, je trouve que quand on arrive à rationaliser bien les éléments, déjà ça fait beaucoup moins peur. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ce sujet d'environnement, en fait, on l'occulte parce qu'on pense que c'est qu'un sujet interne, en fait. Personnel, tu vois, on pense que c'est vraiment un sujet dans ta tête. Non. Si le monde fait que tu as honte. Bien sûr. Là, je rentrais en avion la semaine dernière, mon premier vol long courrier depuis 18 mois. Donc, j'ai pu voir un film dans l'avion et je regardais un film dont, à votre âge, vous avez peut-être entendu parler, mais je vous conseille de voir, que c'était Rebel Without a Cause, qui est un film avec James Dean, qui est sur la virilité et sur le fait que c'est tous ces gamins qui avaient peur de pas être des hommes et ça va les amener à faire des horreurs, de tuer en particulier. Ah oui. Oui, pour être un homme. Pour être un homme, faut le prouver. Faut le prouver, donc tu vas au bord d'où cette fameuse scène où ils sont 2 allés pour se faire la nénette qui est au milieu, et la nénette qui participe, qui leur dit celui des 2 qui ira jusqu'au bout du précipice et le premier qui se jette de la voiture avant le précipice, c'est chicken, c'est celui qui est le perdant. Et donc il y en a un des 2 qui n'arrivera pas à se jeter de la voiture, non pas parce qu'il est tellement courageux, mais c'est parce que sa ceinture s'accroche à la poignée de la voiture. C'est une scène extraordinaire du cinéma que je vous conseille de voir. Mais voilà, on a honte d'avoir peur. Il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. Tout le monde a peur tous les jours. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est important de le rationaliser, parce que tu baisses de 90% le niveau d'angoisse en le rationalisant. Ouais, c'est clair. Trop bien. Merci beaucoup, Pascal. Écoutez, voilà. Merci, Pascal. En réflexion, bon week-end à vous. Toi aussi, passe un bon week-end. Allez, très bon week-end, à bientôt. À bientôt. À bientôt, bye. Au revoir. Allô. Salut Léa. T'es sur Radio Jab.
Bon, bienvenue sur Radio Jab. Merci de répondre au téléphone. Avec plaisir. Alors, bon, Radio Jab, normalement, tu connais un peu le concept, mais là, c'est la rentrée, on entame notre 2e saison. Et pour cette 2e saison, on éditorialise un peu chaque mois les thèmes qu'on aborde. On a, pour le mois de septembre, le thème, c'est... La peur. La peur. Ok. Du coup, on t'appelle parce que, comme toi, tu es entrepreneur. Je pense que la peur, ça fait un peu partie de ton quotidien, ou en tout cas de ton aventure. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est quoi ton rapport à la peur? Et je dois répondre en combien de temps? Vous avez 4 heures. En 4 heures. La peur. Écoute, alors c'est sûr que t'as peur, alors peut-être pas au quotidien quand même pas, mais de manière assez régulière quand t'es entrepreneur. Avant tout, j'essaie d'énormément compartimenter. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, notamment quand il y a une avalanche de choses qui tombent, des to-do, ou alors quand tu te prends un courrier juridique, enfin voilà, c'est des petites pics d'angoisse qui montent. La première chose que j'essaie de faire, c'est de bloquer la peur qui monte et de se dire on verra plus tard. Genre chaque problème en son temps. Temporiser. Et ouais, exactement. Et moi, je me souviens alors j'ai pas le concept philosophique précis en tête, mais de l'image de Sartre qui dit quand tu arrives devant une montagne, soit tu fais demi-tour, soit tu morcelles la montagne en plein de petites pierres. Ouais. Donc j'essaie un peu d'avoir cette approche-là. Après, il y a des fois où la peur, elle est vraiment complètement paralysante dans les tâches, etc. Et dans ces moments-là, en fait, je me dis que l'émotion elle est tellement forte que j'arrive pas à la rationaliser. Et du coup, je laisse tomber pour l'instant. Je me concentre sur une autre tâche, je fais autre chose pendant une demi-journée, une journée, voire 48 heures s'il faut, le temps que ça mature et que le pic d'angoisse redescende en fait. Donc, je sais pas si ça répond trop à la question, mais si, ça répond avant. Quand je sens que ça monte et que ça me paralyse et que ça sert à rien et que j'ai pas de prise sur la peur, je coupe tout de suite le phénomène et je passe à autre chose si je suis pas capable sur le moment de gérer la situation. Ouais, je vois. J'essaie de morceler au maximum. Ça me fait penser avec Steph, on se parlait de 2 types de peurs un peu différentes. Tu sais, c'est les peurs des événements, des choses qui arrivent et qui surgissent, et les peurs un peu plus angoisse large, tu vois, et peurs de trucs qui sont beaucoup plus dans le futur et que tu peux pas, que t'as du mal à morceler, tu vois. Ouais, absolument. Bah, c'est marrant parce que, alors sur la peur, on va dire, face à un événement ou autre, moi je garde toujours en tête, j'avais eu le conseil de ma mentor quand j'étais en école qui me disait de faire des listes pour rationaliser un événement justement. Quand tu dois par exemple intervenir devant un amphi ou que tu as une présentation chiffrée et tu te dis mon Dieu, je vais jamais être capable de... elle me disait toujours de lister en positif ce que je sais déjà faire et en négatif ce qui me manque encore comme compétence pour affronter le fameux problème. Et en fait, une fois que tu as listé ce que tu sais pas faire, déjà tu te rends compte qu'en général, il y a pas mort d'homme et c'est pas des compétences immenses qui te manquent. Et si oui, bah tu te fais coacher, tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider à. Donc ça, c'est une assez bonne manière en général de rationaliser et de poser les choses à plat. Et pour les peurs dans le futur et les choses sur lesquelles t'as pas de prise et a priori t'auras jamais de prise, je pense il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Philosophie is Sexy et il y a quelques temps, tu connais? Ouais. Il y a pas longtemps, elle avait fait un post qui m'avait pas mal interpellée où elle commençait son post en disant quelque chose autour de... Elle avait lu un article qui l'avait vachement fait angoisser sur comment élever les enfants pour telle et telle raison. Et elle continuait en disant « Le problème, c'est que j'ai pas d'enfants. » Et après, je me suis retrouvée angoissée sur la situation écologique et elle enchaînait avec tout un tas d'angoisses qui l'imprégnaient de par les médias, de par tout notre contexte. Et elle disait, et ensuite évidemment il y avait un enchaînement de maximes et de principes philosophiques pour éviter de s'angoisser inutilement. Alors non pas que ce soit pas des situations graves, c'est sûr que oui on peut au vu par exemple de la situation écologique, il y a de quoi avoir très peur et on n'a pas tous chacun un impact immédiat ou la solution. Mais par contre la conclusion qu'elle tirait c'était que c'est intéressant on peut accepter de s'angoisser et de vraiment s'inquiéter pour les sujets sur lesquels on a une emprise.
parce que sinon on se laisse envahir par les peurs qui nous entourent et il y en a suffisamment sur Terre pour que ça nous cloue au sol et qu'on n'ait plus jamais envie de sortir de chez soi et qu'on devienne des autruches en fait. Donc une chose à la fois et ouais vraiment, et une chose à la fois, ce qu'on peut gérer nous, parce qu'on est des êtres humains, donc on n'a pas non plus vocation à prendre toutes les misères du monde dans notre intellect, on peut pas gérer ça. Donc ouais, c'est peut-être en fait c'est un peu la la philosophie de l'évitement que je suis en train de vous dire, mais moi c'était la mienne en tout cas. Trop bien. Trop bien. J'ai une petite dernière question. Ah non, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Non, j'allais dire éventuellement, il y a des moments où on est un peu dépassé par, on n'arrive pas toujours à rationaliser la situation quand il y a trop de choses qui s'accumulent. Ouais. Et moi, j'ai pas mal la philosophie. Alors, ça me vient peut-être un peu de Scandinavie, mais on a beaucoup parlé de Hygge il y a quelques années, mais bon, ça peut se traduire aussi par le feel good. C'est-à-dire quand on est un peu dépassé par l'extérieur, eh ben, on coupe tout, on ferme les écoutilles, on se fait un bon gâteau, on met des bougies, on ferme les volets et on se met un film et on se lit un livre, on se met un dessin animé qui nous fait du bien et on a 5 ans dans notre tête de nouveau, mais des fois il faut passer par ça aussi quoi, pour recharger les batteries. Trop bien. C'est génial. Je vais tout ce pas aller faire ça. Bon bah on vous laisse tous, on ferme les portes du studio. On va chercher des bougies avec Sarah, on va se mettre un film. Non, c'est trop bien, merci Léa. J'avais une petite dernière question si tu as 2 minutes. Ouais. C'était simplement, je me demandais si ton rapport à la peur, il avait évolué ces dernières années entre le moment où tu as décidé de te lancer dans la vie active, particulièrement je pense à ton parcours en tant qu'entrepreneur, et maintenant. Ouais, complètement. Parce que je pense que quand j'ai démarré ma boîte, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève où tu dois faire uniquement ce que tu sais faire, quand tu as eu la permission, les autorisations écrites, et que tu dois surtout pas t'aventurer en terrain inconnu, essentiellement parce que t'as pas les compétences et que t'as jamais fait et que nanana. Ouais. Et en fait, quand tu crées ta boîte, tu sais rien faire au début. C'est-à-dire que même si moi j'avais fait un master en marketing de luxe, certes, mais quand tu dois lancer ta première campagne sur Instagram, quand tu dois faire ton premier crowdfunding, en fait, tu dois tout apprendre par toi-même. Et du coup, je dirais que ma peur d'avoir peur, elle s'est plutôt transformée en une peur de regretter. Ah. Et c'est un peu devenu ça ma vraie phobie, c'est d'arriver à la retraite ou sur mon lit de mort et de me dire, putain, si j'avais su, et de regretter de ne pas avoir fait des choses au moment où j'avais la possibilité. Et du coup, je me souviens, on avait un prof d'entrepreneuriat qui nous disait toujours, quand tu crées ta boîte, tu n'as pas le temps de demander les autorisations à tous les niveaux, il faut plutôt faire, quitte à demander pardon derrière si tu as un peu dépassé les limites. Ouais. Donc, j'ai peur, oui, c'est certain, mais ça a été de plus en plus remplacé par une peur de rater une opportunité. Et du coup, même quand je sais pas faire, même quand j'ai peur, en fait, j'y vais et on voit derrière ce que ça donne. Et en fait, je pense que quand tu crées ton entreprise, t'es tellement poussé par la nécessité d'avancer et que ça marche, que la peur de mal faire ou la peur d'avoir peur, ou voilà, elle devient secondaire, en fait, parce que encore une fois, t'es poussé par la nécessité, donc t'as pas le temps d'avoir peur et de te poser cette question-là de est-ce que je suis en train de mal faire, est-ce que ceci, cela, tu dois faire. C'est trop intéressant. Donc voilà, encore une fois, t'as pas trop le fait de réfléchir et d'être dans le questionnement, ça devient un peu secondaire et ça devient un luxe. T'as des moments où évidemment tu prends du recul et tu réfléchis à ta stratégie et tu repenses un petit peu le cap à horizon trimestriel, semestriel, etc. Mais dans le quotidien de tous les jours, t'es pris par la nécessité de faire, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. En plus, tu soulèves un truc qui est qu'en fait, on a toujours peur d'un truc. Je crois que l'être humain, on aura toujours. En fait, ça n'existe pas le monde où, tu sais, on lit beaucoup dans la littérature aussi, développement personnel, éradiquer vos peurs. Et en fait, il n'y a pas de monde où tu n'auras pas peur. C'est juste remplacé par d'autres peurs. Il faut être confortable avec move on. Tu graduates du diplôme de la peur et tu montes à des peurs à chaque fois un peu plus, un peu différentes. Complètement. Quoi. Trop bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant. D'ailleurs, tu parlais de développement personnel, mais c'est neurologique en fait. On est programmé tel quel. Bon, pour ceux qui ont lu, je pense à Homo sapiens notamment, où il en parle très bien. Ouais. Il y a ce truc-là de l'homme dans la savane, s'il rate un signal négatif, c'est-à-dire un lion à dents de sabre un tigre à dents de sabre en train de lui foncer dessus, bon bah il est mort.
Alors que s'il rate une fraise, c'est-à-dire un moment feel good, une fraise dans une clairière au soleil, c'est pas très grave pour sa survie. Donc, une fois ce constat établi, en fait, l'information négative, elle est retenue 10 fois plus par le cerveau que l'information positive. Ouais. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est évident qu'on aura toujours peur. Et c'est bon pour notre survie, en fait. Donc, il faut arriver à le compartimenter et le maîtriser de telle sorte que ça prend pas le pas sur notre capacité à agir et à construire notre vie. Trop bien. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais, Ouais, c'est clair. mais je vous laisserai là-dessus. C'est l'histoire de Radio Jab. On est un peu en mode tiens, faisons ça. Il faut vraiment faire ça et tout. Et puis après, faut le mettre en pratique. Et là, c'est un peu un autre game. Mais merci beaucoup. C'est vraiment top. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Bonne journée les filles. Salut. Merci. Salut. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. Et la deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.